Alors, on se lance dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une situation littéralement explosive. En fait, on se retrouve face à 4 crises bien distinctes qui se déroulent exactement au même moment à travers le royaume et qui se répercutent toutes les unes sur les autres. Avoir 4 événements en quasi-apocalyptique en simultané, disons que c'est ce qu'on pourrait appeler un très mauvais mardi, même pour les standards de ce monde fantastique. Allez, on plonge directement là-dedans pour comprendre comment tous ces événements qui semblent isolés tissent en réalité la toile d'une menace colossale. Voici notre plan de route pour cartographier tout ça. On commence par la crise à Khazad-dûm, ensuite cap à l'est avec le chaos dans Rune, puis on parlera de la marche des elfes et on terminera en beauté avec le Seigneur des Dons. C'est parti! Première étape, Khazad-dûm sous la montagne. C'est vraiment là que les conséquences physiques et directes de la catastrophe frappent le grand royaume des nains de plein fouet. Et ça illustre parfaitement la redoutable réaction en chaîne à laquelle ils sont confrontés. L'éruption de la montagne du destin, ce n'est clairement pas qu'un phénomène lointain. Non, ça déclenche un énorme tremblement de terre pile sur Khazad-dûm. Le résultat est désastreux, leurs légendaires infrastructures souterraines sont en ruine. Pire encore, l'environnement est tellement chamboulé que les récoltes meurent. En gros, c'est l'effondrement total de leur chaîne d'approvisionnement. C'est ni plus ni moins qu'un compte à rebours avant la famine si rien ne change rapidement. Face à un tel niveau de dévastation, on pourrait logiquement se dire que tout le monde va s'unir, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Au sommet de l'État nain, c'est l'impasse totale. La tension entre le roi Durin III et son fils, le prince Durin IV, est à son comble. Il y a un refus absolument obstiné de se réconcilier. Et c'est ça qui est vraiment tragique. Cet entêtement royal paralyse toute tentative de reconstruction et aggrave le désastre pour le peuple tout entier. On quitte les nains pour notre deuxième arrêt, le chaos dans l'est de Rune. Ici, on a affaire à des retombées d'une toute autre nature, des perturbations magiques totalement imprévisibles. Regardons un peu la vitesse folle à laquelle les choses dérapent. C'est une escalade complètement frénétique. Minute 1, un mage sombre lance ses cavaliers aux trousses de l'étranger. Minute 5, l'étranger attrape un bâton au hasard et déclenche une tempête de sable massive pour se défendre. Jusque-là, on se dit qu'il gère. Sauf qu'à la minute 6, patatras. La puissance lui échappe totalement et le bâton explose entre ses mains. Et à la minute 7, c'est la catastrophe. Nori et Poppy se font balayer par les vents. Ce qui devait être un sort de protection devient un désastre absolu pour ses propres alliés. La magie à l'état pur, c'est vraiment un double tranchant. Troisième grand axe de cette exploration, la marche des elfes. Pendant que le chaos règne à l'est, on traverse la carte vers l'ouest, jusqu'au Lindon, pour voir comment les elfes réagissent face à une menace encore invisible. Le point de bascule ici, c'est cette prémonition troublante. Galadriel se retrouve avec une vision cauchemardesque, une sorte de fenêtre sur un futur ultra sombre qui annonce la mort imminente de Celebrimbor, le maître forgeron. Et évidemment, elle ne prend pas ça à la légère. C'est l'électrochoc qui la pousse à demander l'autorisation de marcher sur les régions de toute urgence, pour essayer de contrer ce destin. Mais voilà, la politique s'en mêle. Le haut roi Gil-galad est d'accord pour envoyer des troupes, mais à une condition très stricte. C'est Elrond qui doit prendre le commandement. Sauf qu'Elrond, il est profondément réticent à l'idée d'y aller. C'est à ce moment précis que la sagesse de Círdan entre en jeu. Il lui sort cet argument implacable et plein de bienveillance. Même quand on doute, il vaut toujours mieux accompagner et guider ses amis plutôt que de les abandonner à leur sort face à l'inconnu. Et ça fait mouche. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernier grand morceau, le Seigneur des Dons. Toute notre trame narrative converge vers les régions, la véritable capitale mondiale de la manipulation psychologique. C'est fou quand on y pense. Celebrimbor avait fait une promesse solennelle à Galadriel, ne plus jamais adresser la parole à Halbrand. Et pourtant, il finit par rompre cet engagement. Pourquoi ? À cause d'une faille d'information qui va lui coûter très cher. Il n'a absolument aucune idée, mais alors aucune, que le type qui fait le pied de grue devant chez lui est littéralement Sauron. C'est l'ironie dramatique par excellence, et le terreau parfait pour la pierre des trahisons. Détaillons un peu cette stratégie, parce qu'elle est glaçante d'efficacité. C'est une manœuvre en 4 étapes, basée sur une patience absolue. Étape 1, Sauron se pointe, avec son petit air inoffensif d'Halbrand. Étape 2, face aux gardes, il refuse catégoriquement de s'en aller. Étape 3, il attend. C'est tout. Il laisse le temps et l'ego faire leur travail, jusqu'à ce que la curiosité l'emporte et que Celebrimbor vienne à lui. Et là, boum, étape 4, le coup de maître. Il lui fait l'offre irrésistible de forger de nouveaux anneaux. Sauron contourne toutes les défenses des elfes en utilisant uniquement la ruse et la psychologie. Sauf que pour embobiner totalement un forgeron aussi prestigieux, jouer au simple humain ne suffit plus. Sauron passe à la vitesse supérieure et adopte une façade divine, le personnage d'Anatar. Concrètement, ça se traduit par le Seigneur des Dons. Il se présente solennellement comme un émissaire direct envoyé par les Valar, les divinités suprêmes.
c'est du sur-mesure. Ils flattent l'ambition démesurée de Celebrimbor en lui faisant croire qu'ils agissent pour un dessein supérieur, divin. Et ça marche à la perfection pour obtenir sa confiance aveugle. Voyons maintenant l'objectif final de tout ce cirque, car ça va très loin. La création de ces nouveaux anneaux n'est pas laissée au hasard. Sauron cible de manière chirurgicale deux races bien précises, les nains et les hommes. Et le calcul est d'un cynisme effrayant. Pourquoi eux? Parce qu'ils sont au plus mal, les nains s'effondrent sous la famine et les hommes sont désunis et ultra vulnérables. Et quelqu'un de désespéré est prêt à accepter n'importe quel cadeau tombé du ciel pour retrouver sa gloire ou simplement survivre. Donc, on rassemble toutes les pièces du puzzle et on prend vraiment conscience de l'équilibre extrêmement précaire de ce monde. Le tableau est d'une noirceur absolue. L'élite des elfes se divise sur la stratégie militaire. Le royaume souterrain des nains croule sous le poids de la faim et des rancœurs. Et loin dans les terres de l'Est, la magie brute laisse nos voyageurs complètement égarés. Devant tous ces désastres, ça soulève une interrogation cruciale pour clôturer notre analyse. Face à des forces du bien aussi morcelées et aveuglées, qui reste-t-il vraiment pour faire barrage au Seigneur des Dons et l'empêcher de corrompre tout le monde avec ses anneaux? C'est glaçant, n'est-ce pas? Une chose est sûre, il va falloir surveiller la suite des événements de très très près.